Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'apporte l'application du théorème de l'énergie cinétique au mouvement dit à force centrale. Donc rappelons qu'on a déjà appliqué la loi du mouvement cinétique, donc à un système qui n'est soumis qu'à une ou plusieurs forces centrales, et donc on a vu que l'application de la loi du mouvement cinétique permettait de montrer que le mouvement était plan, et nous a également permis de montrer ce qu'on appelle la loi des airs. Alors, maintenant, sachant cela, appliquons donc le théorème de l'énergie cinétique. Alors, donc, ce qu'on sait désormais, c'est que le mouvement étant plan, eh bien, je vais pouvoir, par exemple, supposer qu'on a un mouvement qui est comme ceci. Alors, hop, on a le centre, par exemple, ici. Voilà, c'est juste pour se rappeler un petit peu les notations qu'on prend. Donc, par exemple, je vais appeler M0 un point à l'instant T0, et puis M à l'instant T. Du coup, ici, donc on se place en coordonnées cylindriques vu que le mouvement est plan, on l'a déjà dit. Donc ici, on a ρ0 avec un certain angle φ. Et donc ici, on va avoir ρ à l'instant t, avec donc un angle φ qui, dans notre cas, a augmenté. Bien, alors donc rappelons le théorème de l'énergie cinétique. Il dit que la variation d'énergie mécanique d'un système entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Donc dans notre cas, eh bien, on va considérer, par exemple, que lorsque c'est un satellite autour de la Terre ou lorsque c'est une planète autour d'une étoile, eh bien, on va considérer que finalement, il n'y a quasiment aucun frottement, donc il n'y aura pas de force non conservative. Bon, c'est une hypothèse supplémentaire. Donc ça veut dire que l'énergie mécanique reste la même au cours du mouvement. Voilà. Donc ensuite, on a vu que ce théorème de l'énergie cinétique nous permettait, en pratique, de trouver la vitesse à un instant donné en fonction de la position de l'objet ou vice-versa. Donc pour ça, il suffit que je développe ce qu'est l'énergie mécanique. Donc c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc je la développe que pour le point M, parce que du coup, la valeur de l'énergie mécanique en un point M0, eh bien on la calcule une fois, et du coup c'est une valeur qui ne bouge plus. Alors qu'ici, quand le point M se déplace, eh bien l'énergie potentielle varie a priori, et l'énergie cinétique varie a priori. Et donc l'ensemble, la somme des deux, va donner une constante. Parce que, encore une fois, ici, on a négligé tout ce qui est non conservatif. Voilà. Alors, l'énergie potentielle, on va en reparler tout de suite. Mais l'énergie cinétique, eh bien, de manière générale, c'est toujours 1/2 de la masse du système fois la vitesse du système au carré. Et donc la vitesse du système au point M. Alors, ici donc, jusqu'à présent, on a uniquement fait l'hypothèse que les forces étaient centrales, donc on n'a pas du tout parlé de l'expression de la force, c'est-à-dire comment la force dépend de R, de θ, de φ. Bon, on a juste dit la force est dirigée vers haut. Elle est centrale. Donc maintenant, on va faire une hypothèse supplémentaire, on va faire l'hypothèse que la force centrale est en plus une force conservative. Alors, en fait, je l'ai déjà faite l'hypothèse plus haut, puisque j'ai supposé que l'énergie mécanique contenait une énergie potentielle. Donc énergie potentielle qui est associée à la force centrale. Donc en fait, je l'ai déjà dit. Et donc cette énergie potentielle, on va supposer en plus qu'elle ne dépend que de la distance de notre système au centre. C'est-à-dire ici ne va dépendre que de ρ. Donc ça ne dépend pas de l'angle de rotation φ. Bon, c'est une hypothèse qui est très raisonnable puisque dans les exemples qu'on verra après, ce sera le cas. Voilà, donc l'énergie potentielle ne dépend que de ρ. Ensuite, cette énergie potentielle, ça peut être une fonction de ρ qui peut être croissante ou décroissante. Alors, si elle est croissante, qu'est-ce que ça signifie ?
Croissante, ça voudrait dire que l'énergie potentielle augmente lorsque le point M s'écarte, s'éloigne de O. Alors, ça veut donc dire qu'au contraire, l'énergie potentielle diminue lorsque le point M se rapproche de O. Or, si l'énergie potentielle diminue, ça veut dire que l'énergie cinétique va augmenter pour que la somme des deux puisse être constante. Donc, lorsque l'énergie potentielle diminue, lorsque ρ diminue, l'énergie cinétique va augmenter. Donc, ça veut dire qu'on est dans le cas où eh bien, la force centrale, elle est attractive. Donc, je reprends le raisonnement. Si la force est attractive, ça veut donc dire que lorsque le point M se rapproche, eh bien, il gagne de la vitesse. Et donc, pour gagner de la vitesse, il faut que l'énergie potentielle diminue. Donc, pour que l'énergie potentielle diminue lorsque M se rapproche, eh bien, il faut que EP de ρ soit une fonction croissante de ρ. Puisque ça veut donc dire que si ρ augmente, eh bien, l'énergie potentielle augmente. Donc, corollaire, si ρ diminue, eh bien, EP diminue. Et donc, c'est une force attractive. Alors, on va voir que ça va être important après pour l'interprétation. Du coup, si l'énergie potentielle est une fonction décroissante de ρ, eh bien, ça signifie que la force est répulsive. En effet, si ρ augmente, EP diminue, donc l'énergie cinétique augmente. Donc ça veut bien dire que la force centrale pousse le système, et donc le système gagne de l'énergie cinétique lorsqu'il s'éloigne. Voilà, donc, je répète, on est dans le cas où la force centrale est une force conservative, donc il y a une énergie potentielle associée. Je fais l'hypothèse supplémentaire que cette énergie potentielle et la force ne dépendent que de la distance au centre, donc que de ρ. Voilà. Et donc ensuite, pour l'interprétation, je vois ce que ça signifie lorsque EP de ρ est une fonction croissante ou décroissante en fonction de ρ. Bien. Donc, connaissant la force centrale, je connaîtrai l'énergie potentielle. Donc ça veut dire que comme on faisait dans le chapitre dédié au théorème d'énergie cinétique, c'est-à-dire que si je connais la position de l'objet à un instant, je peux en déduire la vitesse si je connais l'énergie mécanique totale. Donc c'est-à-dire que si en un point je connais la vitesse et la position de l'objet, je peux en déduire l'énergie mécanique en ce point. Du coup, je peux en déduire la vitesse en n'importe quel autre point grâce à cette expression. Bon. Donc là, rien de neuf sous le soleil, on sait déjà faire ça, ok. Mais on va aller un petit peu plus loin, parce qu'il se trouve qu'on va pouvoir eh bien, carrément donner la nature du mouvement en fonction de l'énergie mécanique initiale. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais on va juste aller un petit peu plus loin, en fait, en exprimant ce qu'est la vitesse. Alors, on se rappelle, en coordonnées cylindriques, donc là c'est complètement autre chose, hein, je fais hop. En coordonnées cylindriques, OM, c'est ρ euro. Donc ici, on a choisi le plan euro-EφI, qui est le plan du mouvement de l'objet. Du coup, Z est égal à 0 à chaque instant. Du coup, la vitesse à un instant quelconque, donc ça va être ρ point euro plus ρ fois euro point. Et donc, si vous vous souvenez plus, vous reprenez le chapitre de cinématique. Donc, c'est ρ point euro plus ρ phi point EFI. Voilà, donc à un instant quelconque, voilà comment s'exprime la vitesse. Donc si maintenant je m'amuse à remplacer la vitesse ici avec donc les coordonnées cylindriques, on obtient donc que l'énergie mécanique en un point de référence M0 qu'on suppose connu est égale à l'énergie potentielle au point M, et désormais je préfère dire que c'est une fonction de ρ, plus 1/2 de la masse du système fois la vitesse au carré. Donc la vitesse au carré, ici, vu que j'ai exprimé le vecteur vitesse dans un repère orthonormé, eh bien la norme au carré, c'est juste en fait la somme des carrés des composantes. Donc ici, c'est ρ point carré
plus ρ carré phi point carré. Voilà. Donc là, j'ai exprimé l'énergie mécanique en un point quelconque en fonction des coordonnées cylindriques de ce point. Alors évidemment, l'énergie potentielle, je n'ai pas son expression parce que pour l'instant, je n'ai pas fait l'hypothèse d'une force centrale particulière. Bon, mais j'ai déjà dit quand même que ça ne dépendait que de ρ. Alors, donc ici, l'énergie mécanique dépend a priori de ρ point, donc la variation de la distance du point en fonction du temps, ρ point, et également de phi point, donc de la vitesse angulaire. Mais en fait, on va pouvoir aller plus loin, et à nouveau grâce au moment cinétique. Donc, on a montré au-dessus que le moment cinétique du système par rapport au centre ici O, eh bien, c'était m ρ carré phi point, donc EZ. Et là, on voit qu'on a ρ carré phi point carré. Alors là, il manque le carré sur le phi point, mais finalement, ça ressemble quand même à ce deuxième terme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre uniquement la composante, donc que je vais appeler LO. Voilà, je prends juste la composante selon Z. Cette composante selon Z, je vais la mettre au carré. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître ce terme-là. Donc finalement, pour faire apparaître ce terme-là, il va falloir que je divise par m carré et que je divise par ρ carré. Et donc j'obtiens LO carré sur m carré ρ carré est égal à ρ carré, puisqu'il en reste encore 2 ici, fois phi point carré. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien c'est parce que on a démontré que le moment cinétique était une constante. Donc sa norme est une constante, donc ça veut dire que finalement, ce terme-là, tout ça est constant. Donc j'obtiens le fait que ρ carré phi point carré, c'est égal à une constante sur la distance au carré. Alors remplaçons. Alors je vais séparer mes deux termes ici, donc 1,5 de ρ point carré, plus 1,5 de m, fois ρ carré pardon, phi point carré, donc je vais remplacer par LO carré sur m carré ρ carré. Alors je vais juste écrire dans un autre sens, donc je vais écrire EP, donc l'énergie potentielle qui dépend que de la distance, plus, donc là il y a un m qui se simplifie, donc plus 1 sur 2m LO carré sur ρ carré, plus 1,5 de m ρ point carré, donc la vitesse radiale au carré, est égale à une constante que je vais appeler EM0. Donc l'énergie mécanique en un point où on suppose connu vitesse et position. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ce truc-là? Parce que finalement on a avancé, mais à quoi ça sert? Eh bien, ce qu'on remarque, c'est que grâce au moment cinétique, eh bien, l'énergie mécanique en un point quelconque qui normalement dépend de ρ point et de phi point, donc de la distance, de la vitesse radiale et de la vitesse angulaire, et bien finalement, si on regarde, ça dépend de ρ, ici, dans ce premier terme, de ρ dans ce deuxième terme, et de la vitesse radiale ρ point. Donc ça ne dépend plus que de ρ et de sa dérivée temporelle. Donc grâce au moment cinétique, on a en fait réduit le nombre de variables dans l'énergie mécanique. Et on va voir que ça va nous permettre eh bien, de faire une analyse de la nature du mouvement. Alors on peut aller encore un petit peu plus loin parce que dans les livres c'est ce qui est fait. En fait ce terme-là qui ne dépend que de ρ, eh bien je vais l'appeler EPF. En fait on va appeler ça une énergie potentielle effective.
Parce que du coup, en termes de grandeur, vu que je fais EP plus ce terme-là, ce terme-là, c'est forcément une énergie. Et donc j'associe ce terme-là à l'énergie potentielle, et l'ensemble, j'appelle énergie potentielle effective. Pourquoi ? Parce que le terme d'après, finalement, ça ressemble à un terme d'énergie cinétique effectif. Parce que ici, ça ressemble à 1/2 de m fois la vitesse au carré. Et donc tout ça est égal à une constante. Donc en fait, ça ressemble à un tech habituel avec ici un seul degré de liberté que serait ρ. Et on va voir donc que pour pouvoir aller plus loin, donc ça c'est l'énergie potentielle effective. Voilà. Et donc pour pouvoir aller plus loin, en fait, il va suffire de remarquer que ce terme-là, il est forcément positif. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que forcément, puisque ce terme-là est positif ou nul, pardon, ça c'est très important, positif ou nul, eh bien ça veut dire que l'énergie mécanique, donc que j'appelle EM0, mais elle reste de toute façon la même. Donc l'énergie mécanique du système est forcément, puisque ici j'ajoute quelque chose de positif à ce terme, eh bien l'énergie mécanique du système doit être forcément plus grand que l'énergie potentielle effective, qui est une fonction de la distance au centre. Voilà, donc quel que soit le point, donc d'ailleurs je peux enlever le M0, c'est l'énergie mécanique, et bien cette énergie mécanique, qui reste toujours la même, doit être forcément supérieure à l'énergie potentielle effective, qui elle dépend de ρ. Alors ça peut, okay, qu'est-ce que ça peut faire ? Eh bien en fait, pour voir ce qu'on peut en conclure, eh bien on va tracer deux exemples d'énergie potentielle effective. Et donc c'est là où on va faire la différence entre force attractive et force répulsive. Donc on va commencer par le cas où la force centrale est une force répulsive. Donc on l'a dit, ça veut dire que EP de ρ est une fonction qui est, si je ne dis pas de bêtises, décroissante. Alors, je vérifie quand même. C'est ça, décroissante, avec ρ. Alors donc, prenons ici ce cas-là. Donc, dans l'énergie potentielle effective, j'ai un terme qui est en 1 sur ρ carré, plus l'énergie potentielle. Et donc ici, j'ai pris une énergie potentielle décroissante, par exemple, 5 sur ρ. Donc je fais l'énergie potentielle plus le terme en 1 sur x carré, et donc on obtient l'énergie potentielle effective, qui est ici en verte, en trait continu. Donc je fais la somme de deux fonctions décroissantes, donc logiquement, l'énergie potentielle effective est une fonction décroissante. Donc je vais prendre ce graphe, donc vous pouvez le faire à la main vite fait, voilà, et je le copie. Alors qu'est-ce que je peux dire ? Eh bien l'énergie mécanique, en général, eh bien, par exemple pour un satellite, c'est quelque chose qu'on va donner, parce qu'on va donner une certaine énergie au satellite quand on va le mettre en orbite. Donc on va lui donner une certaine vitesse à une certaine position, donc on va comme ça imposer une valeur de l'énergie mécanique, qui reste la même au cours du mouvement. Donc prenons deux énergies mécaniques différentes. Donc supposons par exemple qu'on prend un satellite, enfin deux satellites pardon, qu'on met en orbite à deux positions identiques en termes de distance, mais auxquelles on donne deux vitesses différentes. Eh bien, si on donne deux vitesses différentes, ça veut dire qu'il y aura deux énergies mécaniques de valeurs différentes. Voilà. Donc supposons que pour un satellite, je donne cette énergie mécanique au départ, et pour un deuxième satellite, je donne celle-ci. Donc ça veut dire que forcément, le satellite numéro 1, on lui donne plus de vitesse que le satellite numéro 2, puisque j'ai fait l'hypothèse
dans cet exemple, que les deux satellites étaient largués à peu près à la même distance. Donc il n'y a que l'énergie cinétique qui varie. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On a démontré tout à l'heure que l'énergie mécanique, qui reste constante, est forcément plus grande que l'énergie potentielle effective. L'énergie potentielle effective est là. Eh bien, je remarque que pour le premier satellite, eh bien, il existe deux zones. Cette zone-là, que je fais en rouge, et cette zone-là que je fais en vert. Dans la zone en vert, eh bien, vous avez pour chaque position, pour chaque distance, pardon, parce que ça c'est bien la distance. Pour chaque distance, ρ, eh bien, vous avez EM qui est plus grande que EP effective. Bon, bah, c'est logique, puisqu'on a dit qu'il faut que EM reste toujours plus grande que EP effective. Mais par contre, dans la zone rouge, eh bien, vous avez le trait gris qui est en dessous du trait vert, donc ça veut bien dire que EM est plus petite que l'énergie potentielle effective. Et ça, on a vu que ce n'est pas possible. Donc on en déduit que toute cette zone-là, eh bien, ne sera jamais physiquement atteinte. Donc ça veut dire que toutes ces distances sont impossibles. C'est-à-dire que quelle que soit la forme de la trajectoire, eh bien, juste avec cette analyse énergétique, eh bien, je peux dire que je suis sûr et certain que la distance du satellite numéro 1 au centre ne sera jamais inférieure à cette valeur-là. Ρ sera forcément plus grande que ρ1 pour le satellite numéro 1. Parce que si ρ était inférieur à ρ1, eh bien on serait dans le cas où l'énergie mécanique serait inférieure à l'énergie potentielle effective, ce qui n'est pas possible. Donc en fait, ce petit raisonnement sur l'énergie, ça vous donne, si on veut, le domaine de définition des distances qui sont réellement, en tout cas, qui peuvent être atteintes par le satellite. C'est impossible que le satellite se rapproche à une distance inférieure à ρ1. Même chose pour le deuxième satellite, mais ce qu'on voit, c'est que du coup, la distance minimale d'approche, ρ2, eh bien, est plus longue, est plus loin. Alors ça peut se comprendre, parce que rappelez-vous, ici, on est dans le cas d'une force répulsive. Donc par exemple, on peut imaginer un électron qui se rapproche d'un ion qui est négatif. Dire, je sais pas moi, c'est le moins. Eh bien, lorsque l'électron se rapproche, eh bien, vous avez une force répulsive qui se fait, et donc l'électron, il se rapproche, mais il diminue, sa vitesse diminue, et puis à un moment donné, sa vitesse devient nulle, et il dégage, il repart dans l'autre sens. Et donc c'est logique que plus la vitesse initiale de l'électron est importante, plus l'électron va réussir à se rapprocher près de l'anion. Et donc c'est ce qu'on a ici. Plus l'énergie mécanique du système est grande, plus eh bien, le ρ limite, le ρ minimum, eh bien, est petit. Mais il ne sera jamais nul. En théorie, l'électron ne réussira jamais, enfin en tout cas avec cette énergie potentielle-là, donc l'électron ne réussira jamais à arriver vraiment en ρ égale à 0. Voilà. Donc finalement, si on conclut là-dessus, eh bien on peut dire que il existe toujours une distance minimale dans ce cas, donc dans le cas d'une force répulsive. Et cette distance minimale est d'autant plus petite que l'énergie mécanique est grande. Dans ce cas-là, en tout cas. Bon, je ne l'écris pas, je l'ai dit. Voilà. Donc plus l'énergie mécanique sera grande, plus vous donnez de l'énergie au système, plus il réussira à se rapprocher potentiellement près du centre, sans jamais l'atteindre, en tout cas avec cette énergie potentielle-là. Bon, mais sinon, il n'y a pas de nature différente du mouvement. Maintenant, prenons le cas d'une force qui est attractive.
Donc ça veut dire que l'énergie potentielle est une fonction croissante. Du coup, dans l'énergie potentielle effective, qui est l'énergie potentielle plus un terme en 1 sur ρ carré, eh bien ici l'énergie potentielle va être croissante, mais ce terme-là est un terme qui est décroissant. Donc vous faites la somme entre une fonction croissante et une fonction décroissante. Donc si vous faites ça, on va le faire rapidement. Hop. Donc pour faire une fonction décroissante, il suffit une fonction croissante, pardon, il suffit que je mette un signe moins là. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc en vert en trait continu, voilà ce qu'on a. Donc c'est logique. On a d'abord quelque chose qui est décroissant, parce que c'est la fonction f de x entre guillemets qui gagne, et puis ensuite c'est moins 5 sur x qui gagne, et donc on obtient quelque chose de croissant. Et donc on a ici une espèce de puits. Là. Donc on va voir ce que ça implique. Voilà. Donc faisons encore l'hypothèse que le système a différentes énergies mécaniques de départ, enfin en tout cas voilà, différentes énergies mécaniques, parce que quand je dis de départ, en fait ça n'a pas de sens, puisque l'énergie mécanique reste la même. Voilà, donc j'en prends une là, une là, une là, une là, et une là. Voilà, donc je vais les appeler EM de 1 à 5. Et donc, on a toujours le fait que l'énergie mécanique doit être supérieure à l'énergie potentielle effective. Donc, dans le premier cas, pour l'énergie mécanique 1, en fait, on se rend compte que comme tout à l'heure, eh bien, on a une distance minimale, et par contre, toutes les distances plus grandes que cette distance minimale, eh bien, peuvent être atteintes. Même chose pour EM2. Voilà. Même chose, sauf que le ρ minimum est un petit peu plus grand. Donc c'est exactement comme le cas de la force répulsive. Donc ici, vous avez ρ qui va varier entre ρ min et a priori l'infini. Donc ici, on est dans le cas où le système peut s'approcher, mais jusqu'à une certaine distance, qui dépend de l'énergie mécanique, mais par contre peut aller jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un état libre. Alors pourquoi libre? Eh bien c'est parce que ici on peut imaginer par exemple que si vous voulez envoyer un satellite vers Mars, il va falloir que le satellite ou la fusée se détache, se libère de l'attraction de la Terre. Et donc il va falloir donner une énergie mécanique suffisante pour être dans l'un de ces cas-là, pour pouvoir partir à l'infini. Par contre, si on regarde l'énergie mécanique 3, eh bien l'énergie mécanique qui est toujours supérieure à l'énergie potentielle, eh bien regardez, c'est uniquement cette zone-là. Donc dans ce cas-là, eh bien vous avez votre système qui est forcé de rester entre deux distances. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler un état lié. Il y a une distance minimale, une distance maximale, et puis ça va osciller, varier entre ces deux distances. Donc ça, par exemple, c'est ce qui va se passer lorsque le satellite il fait une ellipse autour de la Terre. Donc l'ellipse, elle va avoir une distance min et une distance max du centre de la Terre. Mais du coup, votre satellite, il va tout le temps rester autour de la Terre. Il ne va jamais pouvoir s'en éloigner à l'infini. Donc, on va appeler ça un état lié. Voilà. Parce qu'il ne peut pas aller voir ailleurs. Il est lié, du coup, au système central. Alors, je vais quand même mettre un S. Pourquoi? Parce que EM4, eh bien, c'est aussi un état lié. Mais ici, finalement, c'est le cas limite où, regardez, il y a une seule valeur possible telle que EM est égal à EP effectif. Donc il y a une seule distance qui fait que l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle effective. Donc il y a un seul ρ possible. Ρ égale ρ0. Et bien du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a un mouvement qui est possible.
mais la distance reste toujours la même. Donc ça, en fait, c'est le cas particulier d'un état lié avec un mouvement circulaire, puisque ρ garde toujours la même valeur. Et enfin, le dernier cas, c'est EM5, mais en fait, EM5 est toujours inférieur à EP effectif, donc en fait, ce cas-là n'existe pas. Donc pour conclure, lorsque on a affaire à une force répulsive, eh bien, il n'y a que des états libres. Donc le système peut se rapprocher à une certaine distance en fonction de l'énergie, mais de toute façon, il va toujours repartir à l'infini. Mais par contre, lorsque la force est attractive, eh bien, il y a deux états possibles selon l'énergie mécanique du système. Si le système a beaucoup d'énergie, donc une grande vitesse au départ, eh bien, il va être capable de se libérer de l'attraction. Et donc, il repart à l'infini. Alors qu'au contraire, si la vitesse est trop faible, eh bien, le système va être, entre guillemets, piégé par l'attraction du système central. Et donc, il y a état lié. Et donc, la trajectoire, ça peut être soit circulaire, soit une ellipse, avec ici ρ qui va varier entre deux valeurs limites. Voilà donc pour cette étude énergétique. Et donc maintenant, pour continuer, il va falloir préciser un petit peu les expressions des forces centrales pour aller encore plus loin.